La Silver Economy, un marché d'avenir en pleine expansion, pour preuve ce salon, la Silver Economy Expo. Alors comment relancer ou lancer son innovation sur le marché des seniors pour répondre? Frédéric Serrière, vous êtes conseiller en stratégie, Frédéric. Alors qu'est-ce qui caractérise déjà ce secteur, la Silver Economy? Disons que la Silver Economy, je dirais que c'est une des sources de croissance pour les pays développés, les pays vieillissants. Je dirais qu'il y a deux notions. Il y a la notion de Silver Economy qui concerne les produits et les services essentiellement de maintien à domicile, d'établissements pour personnes âgées, les personnes qui ont plus de 75 ans en moyenne. Okay. Et ensuite, il y a le marché des seniors qui, pour moi, est la consommation globale des plus de 60 ans en produits qui sont spécifiquement dédiés pour eux, que l'on voit sur le salon, oui, mais aussi des produits courants, de la vaisselle, les voitures, etc. Donc c'est un marché en forte croissance dû à la démographie essentiellement et au pouvoir d'achat que les jeunes seniors peuvent avoir. Alors justement, vous parliez de démographie, c'est une cible qui est quand même très hétérogène. Déjà, on commence à être senior à 45. Enfin, il y a différents paliers pour commencer. C'est très complexe pour vous et pour les jeunes entrepreneurs, en fin de compte, de se positionner. Alors, si on dit que les seniors commencent à 45 ans, on va frustrer beaucoup de monde. On va dire que c'est 60 ans et plus. Oui, mais dans le marketing, voilà, dans le marketing. Mais alors, le marketing ne répond pas aux mêmes lois. 45 ans, c'est les ressources humaines, c'est ce côté emploi en fait. D'accord, voilà. ok. Donc effectivement, entre une personne qui a 60 ans et quelqu'un qui a 80 ans, il y a des comportements totalement différents, puis des vies différentes. Et même entre deux jumeaux, on peut dire qu'il y a des comportements qui sont vraiment différents. Donc nous, ce que l'on se dit, effectivement, il faut segmenter, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire en fait, lorsque vous développez un produit ou un service sur les seniors, il faut identifier quel sera l'avatar, quel sera le client idéal, le client qui va acheter votre produit, qui va le consommer. Et c'est par rapport à ce client précis en question qu'on va concevoir le produit. Je prends un exemple. Si on fait l'aménagement de salle de bain, par exemple, on remplace une baignoire par une douche, par exemple, l'avatar, ça va être le client qui sera propriétaire, qui aura une salle de bain un peu glissante et surtout qui aura déjà chuté ou qui aura une grande frayeur sur une semblante chute par exemple. Okay. Voilà, ça c'est l'avatar. D'accord. Et c'est ce qu'on va identifier et on va créer le produit, on va créer les circuits de distribution, la commercialisation, même la publicité avec l'avatar en question. Donc on voit bien que chaque produit va correspondre vraiment à un avatar et même deux produits sur le même secteur d'activité en fonction de l'entreprise et des objectifs d'entreprise, il peut y avoir un avatar qui est différent. Alors justement, à propos des objectifs d'entreprise, c'est aussi une cible qui est très mouvante, en perpétuelle évolution. Donc lorsqu'une entreprise lance un produit, fait un business plan, comment se projeter sur 10, 20 ans? C'est très complexe. Alors ça, c'est très important, parce que si on ne le fait pas, on risque de se planter. Je prends un exemple. Si on a tous les deux, on crée une société pour un produit technologique sur les seniors, le temps qu'il soit commercialisé et que les seniors l'acceptent, en fait, il va se passer 5, 6, peut-être 7 ans, même des fois plus que ça. C'est long, parce qu'en fait, il y a un temps d'acceptation, il y a le prototype, stage, etc. Si on conçoit le produit avec des seniors d'aujourd'hui et que le produit rentre à maturité ou rentre en phase de développement, en commercialisation dans 6 ans, on voit bien qu'on ne va pas s'adresser à la même génération. Et je prends un exemple de ce qu'on a fait. On a ouvert une résidence senior à Berlin, qui est un mix entre une résidence senior et un Airbnb. La résidence senior, elle a été entièrement co-créée jusqu'à l'arrondi de chaque meuble et tout a été entièrement créé avec les seniors d'aujourd'hui. Et par exemple, ils ont demandé d'avoir quelqu'un à l'accueil de la résidence pour leur sécurité. Maintenant, on l'a aussi validé avec des jeunes seniors qu'entre 60 ans et 65 ans pour voir si plus tard ils iront dans la résidence senior pour ne pas se planter dans 10 ans. Oui. Et eux, en fait, ils disent, qui sont dans les baby-boomers, dans la liberté, l'hédonisme, ils disent la personne qui est à l'accueil, elle, ça nous empêche notre liberté. D'être libre. On sait qui vient et qui. On ne veut pas un bâton. Exactement, en fait. Et donc, on a passé beaucoup de temps avec eux pour rigoler. Ils nous disaient, si nous on fait nos plans, entre guillemets, sexe avec nos copines, nos copains, etc., il n'y a pas d'anonymat. Et le lendemain, les 80 résidents vont le savoir. Ouais. Donc, ce qu'on a dû créer, c'est une deuxième entrée à l'extérieur de la résidence, uniquement pour les résidents de longue durée, de façon à ce qu'ils puissent rentrer de manière anonyme dans la résidence. Mais même les couloirs, en fait, les couloirs ont été
créer en fonction de façon à ce que si un couloir tout droit, par exemple, vous entrez dans un résident, dans une résidence, dans un appartement, celui qui est dans l'œilleton en face, il voit, voilà. Celui qui est dans la liberté, il ne veut pas être vu là-dessus. Bien sûr. Donc en fait, les couloirs ont été créés de façon à ce qu'on ne puisse pas voir. Ouais, donc ça, c'est un exemple très précis. Et si on ne fait pas ça, il y aurait toutes les chances, il y aurait fortement le risque que les baby-boomers d'aujourd'hui, dans 10 ans, n'aillent pas dans la résidence senior. Et quand on regarde sur les stands ici, il y a beaucoup de produits qui sont calés, malheureusement, j'allais dire, sur la génération des plus âgés, mais le temps qu'ils se développent, la génération mouvante, comme vous dites, aura bougé. N'aura pas les mêmes besoins du tout. N'aura pas les mêmes besoins du tout et pas les mêmes valeurs. La liberté, l'hédonisme, etc. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer, enfin justement, quelles seront les attentes et les besoins du senior dans 10 ans? Il y a une espèce de profil qui existe? Alors, moi je pense qu'on est en train de changer de paradigme. Les plus âgés, donc ceux qui ont plus de 80 ans, ils voulaient vivre le plus longtemps possible. Mes parents qui ont 77 ans, ils veulent vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Donc ils vont se nourrir pour la bonne santé. Par contre, les baby-boomers, eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre le plus longtemps possible en bonne santé pour faire des choses. Intensément, pour vivre intensément, les baby-boomers. Voilà. Je vais y venir. Donc en fait, les innovations qui vont, à mon sens, réussir vont être basées sur continuer mes activités. Et je parlais l'autre jour avec un boxeur qui me disait, moi je fais de la boxe avec mon fils, il me tape dessus, il tape dessus. Sauf que moi, le lendemain, quand je me lève du lit, je m'en souviens. J'ai des crampes dans le dos. Mais il dit, alors autant mes parents auraient arrêté la boxe, autant les baby-boomers disent, moi je veux continuer à faire de la boxe avec mon fils, vous allez me changer les règles de la boxe. Voilà. Donc ça, c'est continuer cette activité. Et après, il y a un autre point que vous avez dit absolument, et on le retrouve dans le tourisme, autant les plus âgés voulaient visiter, découvrir, autant les baby-boomers veulent vivre l'émotion, le peak state, ce qu'on appelle en anglais le peak state. Et donc les tours opérateurs qui ciblent les seniors, on les voit bien, ils organisent des événements émotionnels. Donc ça veut dire, on peut bonder les yeux des touristes par exemple et enlever le bandage, le bandeau devant un monument ou une vue superbe, où on peut faire vivre le touriste chez l'habitant, mais il faut qu'il y ait le pic émotionnel. Et ça, c'est totalement différent. Et les baby-boomers sont individualistes, ils vont refuser les offres de groupe. Tout à fait. Donc c'est un changement fondamental. Ce qui veut dire que dans les EHPAD, ce qu'on peut leur faire, c'est disjockey toute la nuit. Ça peut être très sympa. Alors, il peut y avoir ça, mais effectivement, on se pose la question, est-ce que les EHPAD doivent changer? C'est pas forcément vrai, parce qu'en fait, on peut réfléchir que les EHPAD, c'est une nécessité d'y aller. Oui. On y rentre par nécessité. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est pas une possibilité. Voilà. Par contre, les résidences seniors qui sont juste avant, quand les seniors sont autonomes, elles vont voir arriver des baby-boomers. Et là, il va y avoir à gérer. Il ne faut pas qu'il y ait trop de gens trop âgés à l'intérieur, parce que le nouveau va dire non, je ne veux pas aller là-dedans. Exactement, on n'est pas vieux. Voilà, et c'est pour ça que nous, on a fait Airbnb et seniors, de toute façon, ce qu'ils voient sans arrêt des gens avec des problématiques Airbnb différentes, bien sûr. Très bien. Pour finir, vous avez animé une conférence sur, pour thème les 15 conseils des pionniers pour le marché des seniors. Vous nous donnez au moins 3 conseils. 3, je vais revenir à ce que j'ai dit, c'est l'avatar. Définir la plupart des entreprises sur la silver economy, le marché des seniors, ils sont d'accord qu'il faut tester le produit et le co-créer. Et le problème, c'est qu'en fait, ils vont recruter les copains et des copines de la grand-mère et ils vont créer leur produit autour de ça. Et ça aboutit à des conclusions qui sont fausses, parce que, comme vous l'avez dit, comme c'est très hétérogène, moi, je peux imaginer n'importe quoi sur n'importe quelle couleur. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment définir l'avatar en question, quel client type, le quantifier pour voir si mon marché sera suffisamment important, et seulement après d'aller faire une co-création, un focus group, une co-création. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qu'on peut avoir, c'est la commercialisation. Beaucoup ont développé un produit et se posent la question seulement après comment le commercialiser. Et développer un canal de distribution, aller voir, convaincre le directeur d'achat de Carrefour, ça prend plus qu'une minute, vous voyez, ça prend du temps, voilà. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il faut développer la commercialisation, l'imaginer, la tester parallèlement avec la construction. Voilà. Et autre chose, ça c'est très important, c'est que les seniors ne nous ont pas attendus, nous professionnels, pour vivre et vieillir. Ils ne nous ont pas attendus. Donc, tous leurs problèmes, ils ont déjà des comportements qu'ils ont utilisés pour les pallier. Je prends par exemple, il y a 10 ans, ce Piquet avait vu que les seniors avaient du mal à ouvrir des boîtes de poissons, par exemple, les sardines, etc. Donc ils ont mis une languette. Le problème, c'est que la languette, elle n'existe plus. Pourquoi elle n'existe plus? Parce que les seniors ont continué d'utiliser le couteau qu'ils utilisaient juste avant. Donc quand on développe un produit, il faut qu'il soit sur un besoin très fort pour que les seniors soient intéressants,
mais il faut aussi qu'il soit au niveau du bénéfice acquis perçu comme plus important que le bénéfice alternatif que j'avais développé. Sinon, le produit ne se développera pas. On utilise le couteau et se piquer, enlever les languettes de ces boîtes de conserve. Très bien. Pour finir, pour conclure, je dirais que c'est un beau marché, qu'il faut faire appel soit des consultants comme nous pour rigoler, ouais. soit embaucher plus sérieusement également, embaucher des personnes qui sont déjà dans le secteur d'activité et qui vont vous aider à développer facilement l'entreprise. Et il faut interviewer beaucoup de personnes, les seniors, et les aussi écouter, les écouter et les distributeurs. Voilà. Très bien. Merci à vous, Frédéric Serrière. Merci beaucoup.